Et ben nous voilà en direct du coup pour le petit live de 14 heures aujourd'hui pour parler du choix des cartes dans le jeu plutôt que des dés. Alors je vais avoir normalement Steve Dual qui devrait pas tarder à arriver pour vous présenter tout ça. Alors le temps qu'il se connecte. Ben, en attendant, moi ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu les gammes de figurines. Je vous en ai amené deux différentes pour vous montrer un petit peu. Nous avons ici une figurine de Alternative Army. Ils sont magnifiques. C'est un petit sorcier. Bon, il n'est pas encore peint. Voilà. Donc le problème des petites figurines, c'est la netteté. Donc on va faire avec. Et ici, par exemple, un petit nain de Skibor. Alors Skibor, la différence, c'est qu'elles sont en résine, contrairement à toutes les autres. Elles sont un petit peu plus chères, mais au niveau détail, c'est pas comparable. Je vous mettrai des photos dans les prochains jours nettes des différentes figurines pour que vous puissiez vous rendre compte. Petit truc pour ceux qui ont déjà commencé à sélectionner leurs figurines, la figurine imposante, c'est celle qui, voilà, c'est celle qui se trouve être sur un gros socle de 2 par 2. Et du coup, pour l'instant, voilà, on a, moi j'ai un gros dragon. Mettez-vous des chars qui sont légèrement trop grands pour les socles. Voilà. Ça, c'est un peu pour vous donner des idées. Alors, Nico, je suis désolé, on est limité sur le nombre de personnes dans le live. Du coup, on ne peut pas mettre tout le monde en même temps. Je peux prendre qu'un seul invité. Et là, il y a donc Tig qui essaye de me joindre normalement. Donc, Nico, ce sera tout à l'heure pour les questions, mais ce serait avec grand plaisir. On a Vincent, mais je ne vois pas Tig avec nous. Ah, le voilà, mais pourquoi je ne peux pas l'inviter? Bon, bah, on va faire autrement. Bah, on va inviter Vincent en attendant. Hop, invité. À jouer en cours. Normalement, Vincent devrait nous rejoindre. Un problème de son. S'il y a un problème de son, je peux aller chercher des écouteurs aussi. Ça permet de gagner du temps. Bon, je vois que vous êtes nombreux. On est déjà 6, c'est déjà cool. Ah, j'ai une demande là. Qu'est-ce que ça dit? Vincent autorisé. Ah, mais j'ai déjà un invité. Ah oui, mais c'est toi. J'essaie de t'inviter, Vincent. Donc, je relance. L'invitation, normalement, autorisée. À jouer en cours. Ah oui, la friture, oui, forcément. Mais ça, c'est quand je suis sur d'autres menus du téléphone. On fait ce qu'on peut, mais Facebook a ses limites. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à les mettre en commentaire. On va essayer d'y répondre. Là, c'est plus aujourd'hui sur le choix du jeu de cartes que des dés dans le jeu. Déjà, au départ, je vais vous faire un petit peu la genèse de ce choix. C'est surtout une question de place et de contrainte de lancer. Un jeu de cartes, bah, on retourne une carte, c'est facile. Les dés, il faut avoir de la place pour les lancer. Et comme la première idée, c'était un jeu ultra compact, eh bien, les dés étaient peu appropriés vu les circonstances. Et puis, on a constaté, à force, qu'un jeu de cartes, bah, c'était quand même mieux que les dés pour le jeu. Pour plusieurs raisons. On n'arrive pas à se connecter avec Vincent, on va y arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. On va voir, hein, on va essayer de relancer. Reconnecte-toi un coup, Vincent, on va y arriver. Hein. Ou Tug, si jamais tu veux essayer de te connecter, puisque je ne te vois pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Du coup, je disais, pourquoi on a finalement trouvé que le jeu de cartes était plus intéressant qu'un dé? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus stable sur la durée de la partie que le dé en lui-même. Au niveau des probabilités, ben, un dé, c'est toujours la même chose. Vous avez toujours la même probabilité de faire autant de fois les faces que par lancer. Vous remettez vos probabilités à zéro. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire que des 10, par exemple sur un des 10, ou que des 1 d'affilée, puisque chaque lancer est une probabilité identique. Pareil pour un dé de 6, à condition que les dés soient équilibrés. Un jeu de cartes, c'est un petit peu différent. Vous avez un nombre défini de résultats du fait du jeu de cartes. Nous, on joue avec un jeu de 54 cartes. Ah, je vois qu'il y a encore une demande, on va y arriver. Autorisé. Normalement, tu devrais pouvoir, ça devrait apparaître, hein, Vincent, tu devrais arriver.
Du coup, je disais, un jeu de cartes, nous jouons avec 54 cartes, avec les jokers. Chaque carte vaut sa valeur. Donc l'As vaut 1, le 2, 2, et ainsi de suite, jusqu'aux figures qui valent 10. Et le joker vaut 0. Ce qui fait que vous avez un nombre limité de 1, un nombre limité de 2, et ainsi de suite. Vous avez 4, 1, 4, 2, 2, 0, puisqu'il n'y a que 2 jokers. Et vous avez exactement 16 cartes qui valent 10 points. Les 12 figures plus les 4, 10. Donc les probabilités sont quand même plus vers le haut d'avoir des bonnes cartes. Mais à chaque fois que vous avez une carte, vous ne l'avez plus après puisqu'elle est défaussée. C'est le principe d'avoir un présent, un passé, un futur. Le présent, c'est ce qui est tiré à l'instant. Le passé, c'est toutes les cartes qui sont déjà passées. Et le futur, c'est ce qui reste dans votre paquet. C'est comme si on comparait les jets de dés et le paquet. C'est comme si vous jouiez au craps ou vous jouiez au blackjack. Au craps, chaque lancer a une probabilité. Au blackjack, toutes les cartes qui ont déjà été distribuées ne le sont plus. C'est pour ça qu'on peut compter les cartes au blackjack. Donc on sait, au bout d'un moment, combien il reste de figures. Donc si la table est ce qu'on appelle chaude, c'est-à-dire qu'elle a plus de chances de faire des gros chiffres, ou froide, si c'est plutôt des petits chiffres. Comme chaque joueur a son propre paquet, l'idée est très simple. Eh bien, vous ne pouvez pas gagner tout le temps ou perdre tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez une série de tirages impossibles, c'est-à-dire que par exemple vous faites que des 1 et des 2, vous savez qu'après vous ne les aurez plus. Et inversement, si vous ne faites que des figures au début, la fin de partie risque d'être plus dure. Ce qui fait que ça équilibre naturellement le jeu. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une phase de chance à un moment donné, mais sur l'ensemble de la partie, comme on passe presque le paquet à chaque fois, je dis bien presque, eh bien, vous allez avoir une stabilité globale. Il n'y a pas un joueur qui aura plus de 10 qu'un autre, puisque vous avez le même nombre exactement de cartes chacun. Voilà, donc ça, c'est déjà les points importants. Et puis, ceux qui nous disent, oui, mais il y a un écart qui est grand entre le 0 et le 10, pas plus que sur un des 10. Et en réalité, comme on a plus de cartes qui valent 10 que de cartes qui valent 0 ou 1, l'impact du jeu de cartes est équivalent à peu près un des 3 ou un des 4, suivant les calculs qu'on fait. Ce n'est pas exact, hein. Mais c'est-à-dire que si vous jetiez des dés, vous auriez des dés 3 ou des dés 4, ça aurait la même influence que l'influence du paquet de cartes sur l'ensemble de la partie. Contrairement à un dé 10, qui lui a beaucoup plus d'écart, ou un dé 6, qui a déjà plus d'écart qu'un dé 4. Voilà. Donc je vous ai un petit peu résumé le pourquoi on s'est maintenu sur le jeu de 54 cartes. Après, il y a d'autres choses qui jouent aussi en cette faveur-là. Déjà parce qu'un jeu de cartes, tout le monde en a. À peu près, c'est facile à trouver, on trouve ça dans n'importe quel magasin. Les dés, si on commence à avoir des dés 10 et tout ça, on quitte les jeux faciles d'accès, entre guillemets, de matériel. Bon, la plupart du temps, ceux qui jouent aux figurines ont des dés, ceux qui jouent au plateau aussi, mais le jeu de cartes, c'était un petit peu intéressant, c'est une autre mécanique, c'est une autre logique. Donc il va falloir vous habituer à ça aussi. En général, dans 3 parties, on a compris comment ça marchait. Ce n'est pas non plus miraculeux et compliqué. Mais cette idée de pouvoir compter les cartes, il n'y a rien qui vous interdit de prendre des notes aussi pendant la partie. Je veux dire, vous prenez un petit carnet, vous notez combien de fois les figures sont sorties du côté adverse et combien il y en a qui sont sorties de votre côté, et vous savez exactement ce qui reste dans la fin du jeu. Ça permet aussi de faire des coups assez fandards et un petit peu vicieux, ça, de savoir ce que l'adversaire va sortir ou les probabilités. Donc pour vous donner un exemple, supposons qu'on a passé une figure, un 7, un 2, un 7. Là, on est sur des tirages plutôt moyens. C'est assez équilibré. Là, j'ai passé déjà 3 As. Ce qui fait que, en fait, là, on se retrouve dans une situation où déjà, il ne me reste plus qu'un seul 1 dans le paquet. Et j'ai passé 4 figures. Donc, il me reste 12 cartes qui valent 10. Donc, je sais déjà que là, je suis plutôt sur des probabilités hautes qui commencent à arriver. Voilà, figure 2, 4, et ainsi de suite. Et le fait, là, par exemple, c'est une série de figures. C'est bien parce que mon score va être énorme, mais sur la fin de la partie, ça limite le nombre de figures qui me restent. Donc, c'est un équilibre qui va se trouver. Comme tu disais, Vincent, exactement,
le fait d'avoir des cartes, on peut jouer dans un camion, même dans un rond-point. Oui, la surface aimantée aussi est intéressante. Alors pourquoi la surface aimantée? Parce que des petites pièces comme ceci, ça se renverse facilement. Du coup, on a mis c'est simplement des aimants. Et moi, j'ai trouvé des feuilles aimantées imprimables. Du coup, toutes mes boîtes sont fabriquées avec ça, ce qui fait que je peux poser mes figurines. Elles tiennent beaucoup plus facilement qu'autrement. Après, quand on est sur ce type de figurine de cette taille-là ou de ce poids-là, parce que ça, c'est un imposant qui prend toute sa place dans une case, ben là, tout de suite, le problème du poids ne se pose pas de la même manière. Voilà. L'autre avantage de démonter des figurines de cette taille-là, c'est que quand vous avez une boîte, vous pouvez mettre une plaque de métal et vos figurines, elles tiennent. Du coup, pour le transport, c'est un bonheur. Voilà. Alors, les feuilles aimantées se trouvent facilement. Ça, c'est Averti qui les fait. Je crois que c'est une dizaine d'euros les 3 pages. Moi, avec 3 pages, je fais une boîte complète. Hein. Voilà, ça, sachant que c'est un format A5. Alors oui, pourquoi? Alors j'ai déjà parlé un petit peu de ça, Tug. Il y a beaucoup de joueurs de figurines qui trouvent que les cartes, c'est déséquilibré contrairement au dés. Mais comme je le disais, déjà, l'influence d'un jeu de cartes est beaucoup plus limitée qu'un jet de dés. Ça, je pourrais vous faire les calculs si vous voulez. Tout simplement parce qu'on nous avons un nombre défini de tirages de chaque valeur, alors que là, c'est un tirage à chaque nouveau. C'est comme si vous aviez un jeu de cartes neuf à chaque fois que vous lancez les dés. Voilà. Sauf que l'écart qu'un jeu de cartes va avoir par rapport à un dé, ça correspond à un D3 ou un D4. Et un dé, bah là par exemple, on a un D10, donc on a 10 chances. Là, ça fait que 4 chances, donc c'est quand même très limité. On pourrait penser que c'est beaucoup plus grand l'écart, mais pas tant que ça. Tout simplement parce que les deux joueurs ont leur propre jeu. Après, il y a des jeux de cartes dans d'autres jeux, par exemple dans Malifaux, qui sont utilisés, et c'est des jeux qui sont très compétitifs. Et si c'était trop hasardeux, on n'aurait pas cette chance de compétitivité. Alors oui, Nico, moi j'ai prévu de vous faire des petits tutos et des liens sur où trouver le matériel, quoi utiliser pour faire des murs, par exemple, ou des petites cabanes comme ça. Alors ça, c'est des trucs qu'on trouve directement chez les fabricants de figurines. Mais moi, j'ai trouvé des arbres à faire, des choses très très simples. Et tout le matériel, je vous ferai un petit listing de tout ce que j'utilise, comment je l'utilise. Et je vous ferai même peut-être un live sur comment fabriquer un arbre, par exemple, avec du matériel simple à trouver et pas compliqué. Et oui, pour revenir sur notre sujet de départ, les dés, on peut faire 50 fois d'affilée en défiant toute probabilité, le même résultat. Les cartes, bah, une fois que vous les avez passées, vous ne pourrez plus jamais l'avoir. Par exemple, si vous avez passé tous vos 6, vous n'aurez plus jamais de 6 dans votre main. Donc c'est ça qui est intéressant avec les cartes, justement. C'est qu'on peut compter, on peut anticiper. Comme je le disais, il n'y a rien qui vous interdit dans les règles de prendre des notes. Donc si vous avez envie de vous faire un petit calepin avec les tirages de l'adversaire et les vôtres, je vous garantis que si vous faites 20 parties, c'est que vous êtes très très proche de l'équilibre parfait. C'est assez fou même d'ailleurs. Il n'y a pas de, Après, comme je vous le disais, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas un coup de chance à un moment donné, mais ce coup de chance est forcément lissé sur l'ensemble de la partie. C'est ce qu'on appellera le karma, grosso modo. Alors, c'est pas tout à fait ça le karma, mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de chance au début, pas de chance à la fin. Beaucoup de chance à la fin, c'est que vous n'en avez pas eu au début. Alors, attends, j'essaie de lire les commentaires en même temps. Je vois qu'il y a André qui nous en a fait un gros. Voilà. Partie ultra rapide, c'est top. Nécessite plusieurs parties pour se rappeler. Mix, pouvoir, compétence. Oui. Alors, petit rappel rapide, on a envoyé quelques règles à des personnes, entre autres les vidéastes. Je crois que Tug a fait ça pour qu'ils puissent. Ils voulaient faire des vidéos d'explication sur le jeu, donc on leur a gentiment avancé les règles. Alors, elles ne sont pas complètement finalisées en mise en page, orthographe et tout, donc on ne les a pas encore partagées. Mais ça ne saurait tarder. On a Vincent qui est à fond dessus. Voilà, salut JT. Euh, Ah, oui.
y a une question après qui est dessus. Donc, je finis sur les règles. Donc, elles vont être distribuées bientôt. Ne vous inquiétez pas. On fait ça en plus de notre temps de travail pour ceux qui travaillent en ce moment. Voilà. On fait ce qu'on peut. Mais vous aurez bientôt les règles, donc ça sera beaucoup plus clair à comprendre. Et à la fin des règles, il y a un petit résumé pour pouvoir mettre des aides de jeu qui seront utiles. Vincent les a récupérées, je pense, ou s'il ne l'a pas encore fait, je vais lui envoyer tout à l'heure. Donc, il devrait pouvoir nous rejoindre. Est-ce que Vincent peut nous rejoindre ou pas? On va voir si ça marche maintenant. Voilà, donc il va pour vous parler un peu de tout ça. Au début de la partie, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et la question par rapport à TUG, parce que c'est des questions qui nous ont été posées à d'autres moments. Au début de la partie, vous allez tirer un initiative. Donc là, j'ai une initiative de 8, l'adversaire fait pareil, ce qui vous donne l'ordre de démarrage et d'annonce des couleurs et de tout ce que vous allez devoir annoncer en début de partie. Et on va piocher 10 cartes. Il se trouve que sur ces 10 cartes, on pourrait penser que si on a un super bon tirage, par rapport à un adversaire qui a un moins bon tirage, ça change quelque chose. Alors, je vous fais un exemple de tirage. Là, donc là, j'en suis à 8, 9, 10. On pourrait penser que ça va changer quelque chose. Eh bien, en fait, pas du tout. Tout simplement parce que si vous avez un très bon tirage ou un tirage très ciblé, par exemple une ou deux couleurs maximum, eh bien, vous aurez d'autant moins de bonnes cartes dans votre jeu. Et donc, le fait qu'on ait la possibilité de recruter certaines personnes, certains personnages plus facilement grâce à cette main, puisqu'elle est elle est mieux dotée, entre guillemets, va être compensé par le fait que la partie sera plus dure pour vous, puisque vous avez plus de bonnes cartes, donc de grosses mains. Là, par exemple, je viens déjà de retirer 3 10. J'ai un 10, une dame et un valet, sachant que les figures valent 10. Et donc, ça me fait 3 10 en moins par rapport à mon adversaire qui, lui, s'il se trouve, s'il n'a pas de 10 là, bah, il aura plus de valeur 10 dans son jeu. Et inversement, si lui, il a tiré que des 1 et des 2, eh ben, il n'aura que des meilleures cartes après. Donc ses attaques et ses défenses seront meilleures que les miennes. Donc ça va être intéressant de pouvoir comparer. Le fait que chaque figurine a des caractéristiques d'attaque et de défense qui lui sont propres, c'est-à-dire que tous les seigneurs ont la même, mais un serviteur, pour attaquer un seigneur, par exemple, il va falloir qu'il ait en moyenne une carte supérieure à 7 dans son tirage, parce qu'il est vraiment limité. Donc l'influence du jeu dans la partie ne va pas beaucoup changer. Alors oui, je rappelle que la main de départ, elle sert à 3 choses. Première chose, à déterminer les 2 couleurs, la majeure et la mineure, de votre faction. Donc, on va avoir 4 couleurs possibles, donc pique, cœur, trèfle, carreau. Vous allez en choisir 2 en fonction de votre main. Ça va influencer les pouvoirs de certaines figurines, enfin, les capacités de certaines figurines et le profil de vos serviteurs. C'est vous qui déterminerez comment vous les influencerez en fonction de vos couleurs. Deuxième chose, ce qui va permettre, là par exemple, j'ai beaucoup de cœur et de trèfle, j'aurais tendance à prendre cœur et trèfle. Dans ces cœurs et ces trèfles, je vais dépenser des cartes pour recruter du monde. Pour recruter selon des valeurs en coût qui vont de 2 points pour les serviteurs jusqu'à, je crois, 15 points pour l'imposant. Vous comprendrez bien que ces 2 figurines n'ont pas la même valeur en points. Elles n'ont pas non plus les mêmes conséquences en termes de jeu. Donc vous verrez, c'est un petit recrutement. Ça va assez vite à comprendre. Hein, c'est 2, 5, 10 ou 15, les valeurs. Donc vous allez vite comprendre comment ça se passe. Une fois que vous avez recruté votre host de combat, les cartes que vous n'avez pas choisies, donc dans mon cas pique et carreau, vous servent à être dépensées pour acheter des décors à 2 points la case de décor. Une fois que vous avez installé vos décors en respectant les règles de décor et d'installation des figurines, vos figurines vont se déployer ici, les portes étant symbolisées de ce côté-là. L'adversaire a bien entendu le même plateau en symétrie. Vous pourrez commencer la partie. Les cartes qui vous restent en main, des 2 couleurs que vous avez sélectionnées, vous permettent d'activer les compétences et les figures sont des sorts qui se jouent en éphémère. Donc les compétences de chaque figurine et les figures pour des sorts en éphémère. Chaque
type de figure est défini dans les règles. Vous verrez, il y a un petit tableau récapitulatif. Les cartes que vous n'avez pas dépensées des couleurs que vous n'avez pas sélectionnées, vous pouvez les garder en main. Elles ne vous serviront en quelque sorte pas pendant la partie, sauf à bluffer, puisque votre adversaire ne sait pas ce que vous avez. Donc, même si c'est un as de pique, par exemple, que vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez faire croire que vous avez encore une capacité à un moment donné. Donc, l'adversaire devra prendre en compte, en fonction de ce que lui verra, le dos des cartes. Voilà. J'ai un petit peu résumé à quoi ça sert. Et il n'y a pas de pioche pendant le jeu pour refaire sa main. Vous ne jouez qu'avec ces 10 cartes-là. Les autres cartes du paquet, elles, servent au combat et aux défenses. Dès qu'on s'affronte, on va tirer des cartes et on va additionner leurs valeurs avec leur valeur d'attaque et la valeur de défense de nos figurines en fonction du résultat. On élimine ou pas l'adversaire. Il faut faire strictement supérieur à l'adversaire pour l'éliminer. Point. Ce n'est pas plus compliqué que ça, seulement si on l'attaque, hein, parce qu'une défense ne peut pas éliminer la figurine adverse. Je vois qu'il y a plusieurs questions, donc oui, je vais revenir sur comment fabriquer les pochettes. Je mettrai des liens sur, voilà, je mettrai également les grilles. J'ai fait ça sur Photoshop. Je vous ferai un petit tuto rapide sur comment j'ai fait et je vous mettrai la grille. Vous n'avez plus qu'à copier-coller directement dans vos fichiers. Ce sera un fichier PSD que vous puissiez l'utiliser de partout ou un PNG, je ne sais pas, on verra. Le format, c'est donc A5. Les cases font 2 par 2. Vous en avez 7 sur la hauteur et 10 de face. Les portes étant les deux là, ça c'est un mur, une porte, un mur, une porte. Donc les deux univers sont connectés l'un à l'autre. Voilà. Je ne vais pas faire plus long. Je ne sais pas s'il y a des questions autres. Je vois qu'il y a des... Alors, en fait, il y a une question, et André, on ne peut pas refaire sa main, mais pour avoir testé même une main pourrie volontairement contre quelqu'un qui choisissait sa main, j'ai fait le test. Hein. Je me suis donné que des as et des 2. Moi, je n'ai même pas fait des as, j'ai fait des 2 et des 3. Parce que les as, c'est des pouvoirs spéciaux. Je me suis fait une main avec que les 2 et les 3. Alors, les 2, des 3, et je crois que j'ai mis des 4. Vraiment, histoire de vous donner une idée. Je l'ai fait contre quelqu'un qui s'était donné la main qu'il voulait. Et bien, j'ai gagné quand même. Parce que j'ai des beaux avoir des serviteurs, que des serviteurs. J'avais 5 serviteurs, j'ai pu choisir la couleur que je voulais. J'ai à peine dépensé des points, puisque si je prends mes 5 serviteurs, ça me vaut 10 points. Donc ça vaut presque rien. Et j'avais choisi, voilà, j'avais fait au hasard. Et les 4, je les avais pris au hasard. Et en fait, du coup, j'avais énormément de capacité avec mon seigneur, qui était quasi intouchable, puisque tous mes serviteurs bloquaient tout, et ils géraient tout à sa place. Et quand je me suis retrouvé sans les cartes pour pouvoir sélectionner, jouer, on peut sacrifier ses serviteurs pour pouvoir activer les capacités. Donc du coup, c'est devenu très très compliqué pour mon adversaire, surtout que j'avais pris le carreau pour mes serviteurs, ce qui donne une allonge à mes attaques. Donc je n'entrais pas en contact avec ces figurines pour venir les embêter. Et au final, j'ai quand même gagné la partie. Voilà. Donc c'était tendu, hein, qu'on soit clair, c'était pas la partie la plus simple, mais c'est faisable. C'est-à-dire que la main de départ va influencer votre style de jeu. Mais vous êtes au courant, vous l'avez en main, c'est vous qui décidez comment vous orientez votre système. Donc c'est là que ça devient intéressant. D'ailleurs, ça fait qu'aucune partie ne peut être identique puisque votre main de départ ne sera jamais la même. Donc ça va avoir beaucoup d'intérêt sur la rejouabilité du jeu. Nous, on ne se lasse pas pour l'instant, alors que ça fait, je crois que j'en suis à peut-être à une trentaine de parties en moins d'un mois, tout en ligne. Hein. Et c'est essentiellement un jeu de placement, et tu as raison, Tug. Du coup, ça va avoir beaucoup d'influence. C'est la manière dont on va se placer, dont on va anticiper, dont on va mettre les décors, dont on va planifier un combat qui vont orienter la partie. À un moment donné, si on fait une erreur, par contre, on la paye cher, très cher. Voilà, je vous ai un petit peu résumé tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, c'est l'influence de la partie, la force des pièces. Elle est relativement... elle a son importance, surtout quand on passe à la cavalerie, tout ce qui est monté, parce qu'on gagne en vitesse. Mais on peut submerger. Moi, j'adore faire des attaques blitzkrieg. En un tour, je suis chez l'adversaire. Enfin, ça a tendance
ça a tendance à déstabiliser. J'aime beaucoup jouer l'adversaire. Oui, tu as raison, il y a une part de psychologie, tu. Voilà. Et c'est très rapide. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce type de jeu, c'est qu'on ne va pas se contenter du plateau. On va commencer à jouer sur l'adversaire et on va l'amener en le poussant plus ou moins, des fois à faire des fautes. On est tous originaires des jeux de figurines, jeux de plateau et tout ça. Euh, c'est assez intéressant de voir les influences qu'on a eues pour ce jeu. On est tous des joueurs de Briscard, TGCM, Carnage, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une petite boîte française qui fait des jolies choses. D'escarmouches, on a tous été des joueurs plus ou moins de grands jeux de figurines à la Games, pour ne pas les citer. Puis on en revient plus ou moins. Donc, on a pris vraiment la quintessence de ce qui nous plaisait. On a concentré un peu, on a élagué, on a des choses qu'on a testées en début. À l'occasion, on vous fera un live sur qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos tests, parce qu'on pensait que c'était une bonne idée et finalement non. Voilà. Donc, on a abouti à un modèle qui nous paraissait correct. C'est pour ça qu'on vous le diffuse maintenant, dans quelques jours. Je pense que ça devrait. Si Vincent est super motivé, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il était super chaud pour ça. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on vous l'aura diffusé, on sera très intéressé aussi par vos retours. Donc, puisque ça nous permet d'évoluer le jeu. Parce que, mine de rien, on est une équipe qui n'est pas non plus. On est une petite dizaine, on n'est pas nombreux à avoir fait beaucoup de tests. Donc, ça va être intéressant d'avoir vos avis, vos manières de jouer, sachant qu'on peut facilement jouer à distance. Donc, ceux qui souhaiteraient, moi, je suis partant pour faire des parties en live avec des personnes. Voilà, il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. J'espère que j'étais assez clair. Le jeu de cartes, c'est un univers fini, donc on ne risque pas, une fois qu'on a passé les 4 As, par exemple, ou les 2 Jokers, de retomber dessus, ce qui permet de fiabiliser ces tirages sur le futur. Et un jet de dés, par contre, lui, c'est à chaque fois on remet à zéro. C'est comme si on avait un nouveau jeu de cartes à chaque fois qu'on faisait un combat. Donc, on a trouvé que le jeu de cartes, au final, était quand même beaucoup plus stable. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bon après-midi, et puis n'hésitez pas.